de la formation. Par contre, je suis un senior du coaching, puisque ça fait bientôt 20 ans que ça va exploser ou pas? Revenu quand même. Ça fait, oui, je fêterai mes 20 ans le 26 février prochain de coach, donc je suis un peu ancien quand même. Voilà, que vous dire, je fais beaucoup de coaching d'équipe surtout, je fais 2/3 de mon activité en coaching de collectif de toutes sortes, qui vont de 2 à, d'ailleurs même 1, puisque moi je considère qu'une personne est un collectif. Enfin bon, ça c'est encore une dialectique à avoir de plus, mais jusqu'à, en équipe, je travaille qu'en équipe, donc jusqu'à 8000 personnes, le plus gros qu'on ait fait jusque-là, quoi. Voilà, mes référentiels théoriques ou théoriques, je suis plutôt très influencé par l'approche systémique, stratégique, interactionnelle de Palo Alto. Après avoir commencé ma formation de coach à Transformance en 92. Donc voilà, je suis parti de l'AT, d'une formation de thérapeute Gestalt, approche psychocorporelle, jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un homme un peu très influencé par Palo Alto, qui est un modèle très, très ouvert et comment dire, très vaste en fait. Contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, on réduit à l'approche paradoxale, qui est un mini artefact de Palo Alto en fait, même si c'est le grand symbole. Voilà. Ça va, non? Bon. Je vais me présenter. Donc, alors moi, je suis de formation et ça va être aussi ma base de travail sur le coaching. Je suis psychologue de formation. Donc, j'ai fait une école qui s'appelle l'école des psychologues praticiens, psychoprathes. J'ai fait ma première expérience en tant que consultant dans un cabinet d'organisation, après avoir travaillé dans l'armée de l'air comme psychologue clinicien. Bon, ça c'était juste pour mon service militaire. Ensuite, donc une quinzaine d'années en tant que consultant en organisation. Et puis ensuite, j'ai intégré et j'ai commencé à travailler le coaching en 2001. Donc j'ai eu 14 ans d'expérience du coaching, que j'ai fait en 2 parties, 7 ans dans un cabinet qui accompagne des managers, des dirigeants, de l'équipe aussi. Et puis, depuis maintenant 7 ans, 2 fois 7 ans, à mon compte, où j'ai créé ma propre structure, où aujourd'hui j'exerce 3 principaux métiers, puis un petit 4e pour le clin d'œil, mais qui a son sens quand même. Je suis donc psychologue, en tant que psychologue qui fait de la thérapie courte, brève. Je fais du soutien psychologique, donc j'ai mon cabinet. Je suis coach en entreprise. Là, je fais que du coaching professionnel. Ma 3e activité, c'est l'enseignement. Je suis devenu prof dans cette école, l'école de psychologue praticien, où j'enseigne la psychologie de l'entreprise et des techniques de communication et le coaching. Et depuis maintenant, ça va faire 5 ans, 5-6 ans, j'ai mis en place, je coordonne et j'anime une formation en coaching. C'est la formation en coaching de psychoprate, recherche et formation continue. Voilà, mon 4e. Alors j'interviens aussi en formation, je fais un peu de formation, et je suis spécialisé dans un sujet qui est pour moi un sujet de recherche, qui est d'ailleurs en lien avec le coaching, c'est l'enthousiasme. Donc j'anime un séminaire à Sciences Po, formation continue, sur ce sujet-là. Voilà, et puis mon 4e petit métier, c'est je suis artiste peintre. Voilà, je fais un peu de peinture, c'est important pour moi, et je communique sur ma peinture, j'expose et je vends ma peinture. Ça va? Merci. C'est bon? Merci. Bon. Ok. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on parle de l'évolution du cadre du coaching, avant même de vous en parler, on aimerait savoir, vous, qu'est-ce que vous avez vu évoluer dans le cadre du coaching ces dernières années? Est-ce qu'il y a des éléments de cadre que vous avez vu changer depuis 2, 3, 4, 10, 20? Oui, les objectifs, je trouve que oui. on est confronté. Enfin, moi, mes interlocuteurs, les entreprises avec lesquelles je travaille pour la première fois, ne sont pas surpris si je leur dis bon, réunion tripartite et on va fixer des objectifs. Ça leur paraît pas. Alors qu'il y a quelques années,
vous me regardez peut-être plus. Ouais. Donc Avec pour eux, les yeux ronds. c'est un acquis, quoi. Oui, il y a moins de surprises. Il y a moins de surprises. Après, bon, certains disent qu'est-ce que vous voulez dire exactement. Voilà. Bon, quand même, mais c'est vrai que l'objectif en entreprise non plus, c'est pas très surprenant. Mais il y a quand même une évolution, je pense. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'évolution du tripartite. C'est-à-dire que le tripartite était une éventualité au départ et s'est installé. Maintenant, il y en a 3. En fait, un de début, un de fin, un intermédiaire. Et c'est d'une évidence absolue et totale pour les entreprises avec lesquelles je travaille. D'accord. Donc ça fait 2 éléments qui sont devenus dans la culture et dans l'évidence. Hein. C'est partagé par tout le monde. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que vous avez vu évoluer? Moi, je trouve que, puisqu'on parle d'objectifs, il y a une tension plus grande maintenant, me semble-t-il, entre, justement, quand on parle du tripartite, entre les objectifs affichés et les objectifs réels. C'est-à-dire que le client prescripteur arrive avec un objectif en disant voilà, rendez nos collaborateurs plus performants, plus tout ce qu'on veut. Et puis quand on se trouve face au collaborateur tout seul, on se trouve souvent avec un objectif un peu différent qui est plus lié à sa souffrance au travail, les tensions qu'il perçoit, etc. Donc comment réduire la fracture entre l'objectif affiché et l'objectif réel qu'on va avoir à travailler. Et ça, c'est plus fort maintenant qu'il y a quelques années. Un autre élément, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, c'est justement de plus en plus de coaching d'équipe. Et donc, je ne sais pas si c'est grâce à l'évolution de l'apport de plus d'approches systémiques. Et donc, se dire que pour être plus performant, il faut prendre le système le plus vaste possible. Une augmentation de la demande de coaching d'équipe. Oui. Vous avez observé. D'accord. Autre évolution, mais c'est peut-être là aussi très personnel, c'est que le coaching ou la prescription du coaching est moins le territoire des ressources humaines et de plus en plus le territoire d'un dirigeant qui est quelqu'un dans son équipe. En direct. Oui. Donc, les tripartites, pour moi, se font souvent sans les RH. Sans les RH. De mon point de vue, c'est plus de situations, plus de demandes de coaching qui sont situées à la limite du cadre. C'est-à-dire, on est entre la demande thérapeutique presque et l'intervention thérapeutique. Ça avance, ça va en ordre. D'accord. Quoi d'autre? Qu'avez-vous encore observé? Il y a 2 chèques. Contrairement à vous, je trouve que les tripartites deviennent de plus en plus souvent des quadripartites avec les RH. On arrive à avoir des quadripartites. Moi, je me demande. Vous avez la demande. Moi, je ne veux pas que les RH ne soient pas là. Donc, ça fait partie Vous avez... de mon Ah, de votre demande, de votre cadre. Voilà, mon cadre. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une autre idée? Je vois sur la supervision, alors que ce soit des demandes sur le dispositif interne que je pilote, qui est vraiment intégré et du coup dans la systématisation et finalement accepté, mais aussi vis-à-vis de l'externe en tant qu'acheteur sur des marchés, etc. Les coachs eux-mêmes vont dire comme un élément probant qu'ils sont supervisés, que la supervision des coachs du cabinet est organisée et c'est un élément pour eux, on sent bien que c'est un plus de nous signaler. D'accord. Donc là aussi, hein, c'est un élément construit de base qui... Oui. J'ai une expérience de demande de reliance entre le coaching individuel et le modèle de leadership de l'entreprise. Donc une demande d'intégration. D'accord. Il peut aller même jusqu'à l'utilisation de certains outils type 360 systématique. Systématique, mais là vous parlez même d'un modèle, par exemple, d'un modèle de management. Modèle de leadership. Voilà. Et on demande au coach d'en prendre connaissance, de pouvoir l'intégrer dans son accompagnement. Exactement. Bon. Ça bouge. Qu'est-ce qui change?
La question, c'est les évolutions, c'est une façon de chauffer la salle, si tu veux, de se mettre dans le sujet. Quelles sont les évolutions? C'est bien beaucoup de confusion alors, c'est pas une évolution. Mais... Les évolutions du cadre du coaching. Sur la Confusion sur les outils, s'approprier un outil et faire un coaching. Voilà. Notamment par rapport aux équipes, qui connaissent le MBDI. Des placards. Quelle audace. Le 9. Ah, le 9, il est là. Attendez, vous donnez à César. C'est la clé. 10 €. 10 €, j'espère que j'ai la clé qu'il faut. Et évidemment, ça va marcher et je vais être obligé de... Vous pouvez le casser si vous voulez. Revenez. Revenez, monsieur, revenez, c'est pas un problème. Excusez-moi. C'est pas grave. Revenez. On vous acclamera tout à l'heure. Moi, je voudrais revenir sur la tripartite. Alors, on va y venir. Si vous voulez, c'est un sujet tellement vaste, les évolutions du cadre, qu'on a choisi 3 sujets qui nous paraissent essentiels. Sur la remise en question. Très bien. Donc ça, c'est le premier sujet. On va la mettre en question, en effet. Le deuxième, c'est le travail sur les objectifs, sur la thématique des objectifs. Et le troisième, c'est la thématique de ce qu'on appelait le shopping, mais aussi les processus de sélection et de référencement, etc. Nous a semblé que c'était les 3 thématiques en termes de cadre qui méritaient d'être travaillées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Là, vous en levez qui sont très utiles. Moi, je peux en rajouter un truc, même si on ne le traite pas, c'est maintenant un client avec qui je bosse depuis des années me dit tu fais plus 20 heures, t'en fais 12. Et puis c'est comme ça. Pression, faire plus avec moi. Et l'autre, c'est tu me coaches mon gars qui est en Chine et tu le prends quand il va partir en Afrique du Sud, vous vous rencontrez jamais, vous faites à distance. Le coaching à distance. Voilà. Bien vu, donc encore des évolutions dans le cadre. Hein. Bien sûr. Bon, on commence. On y va. Donc on va commencer par la relation tripartite. Et on va écouter Joël nous présenter donc, son modèle, ses réflexions. On enchaînera sur une conversation à deux dialectique et on vous invitera tous à participer à cette conversation dans un troisième temps, 10 minutes. Ouais. Donc on est bien sur un modèle dialectique, c'est-à-dire pas rhétorique, ni polémique bien sûr. Et voilà, ce qu'on espère c'est que tu as préparé les bonnes questions, que le groupe soit content que tu les poses. Non, parce qu'après le groupe il pourra poser ses questions aussi pendant 10 minutes. Donc c'est super. On leur a... mais dans le cas, si tu as les bonnes questions, après on peut se reposer. Et voilà. Non, mais j'en ai pas beaucoup. En fait. Comme on a pris un quart d'heure dans la vie au départ, il faut qu'on fasse... Donc, comment je procède en termes de tripartite? D'abord, je procède à une tripartite la plupart du temps, c'est-à-dire quand il y a la présence d'un tiers parti. Des fois, pour moi c'est assez rare, mais je sais que ça existe, et ça arrive pour moi de façon très marginale, qu'il y a un manager qui, de façon autonome et indépendante, dise coucou, moi je souhaiterais avoir un coaching, ma DRH le paye éventuellement, mais il n'y a personne d'autre que moi engagé dans cette demande, et c'est comme ça. Là, il n'y a pas forcément besoin de faire une tripartite. À vérifier, mais en tout cas, d'ailleurs, il m'est arrivé de vérifier dans ce genre de cas et de constater qu'il en fallait une, malgré ce que la personne voulait au départ. Et donc, moi, je prends le cas où il y a un tiers parti qui est une entreprise, la plupart du temps en ce qui me concerne, une organisation, une association, une institution, un service public, enfin bref, une espèce d'entité surplombante qui a autorité à un certain endroit sur le coaching, puisque, souvent, elle en est le payeur, et 2, parfois même l'initiateur. Donc, à ce titre-là, cette personne, pour moi, est invitée à un processus de départ qu'on appelle la réunion tripartite. Jusque-là, et maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur ça. Juste pour savoir une évolution, quand même, je ne vais pas faire le vieux, mais il y a quand même, au début de la SF Coach, la tripartite était, on en parlait, mais il ne fallait pas trop le faire. C'est donc une vraie évolution. C'était mentionné, on doit prendre en compte les intérêts de l'organisation, c'est ce qui est dans le code de déontologie. C'est une façon pudique d'inclure les gens qui pensaient qu'il fallait en faire une, mais en fait, au début, c'était un peu scandaleux d'inclure l'entreprise. Maintenant, c'est devenu monnaie courante. Ce qui est utile à présenter, je crois, là-dedans, de ma part, c'est la façon dont je procède. C'est-à-dire que je fais des choses qui ne sont pas très normales, vous allez voir. J'invite le N+1. On va dire qu'on est dans le cadre
il peut y avoir le DRH qui est prescripteur, mais pour moi, je vais plus prendre le patron du bonhomme. Avec ce N+1, je vais avoir un entretien qui va durer 45 minutes, tout seul. Éventuellement, dans ma recommandation à moi, je n'aurai même pas rencontré le coaché à la main. C'est-à-dire, on n'aura pas, il saura peut-être à quoi je ressemble par le biais de l'Internet, mais il ne me connaît pas. Dans ce premier entretien de 45 minutes, je vais travailler avec le N+1 sur ses objectifs à lui dans ce coaching-là. Très simplement, enfin ça paraît simple, mais ça n'est pas si simple. C'est-à-dire que je m'aperçois la plupart du temps que le N+1 a une conception des objectifs d'une certaine attente à l'égard de ce coaching, mais ça mérite vraiment d'être précisé pour devenir des vrais objectifs, des objectifs de coaching, pas des objectifs d'autre chose, des objectifs qui soient compatibles avec l'environnement du coaché, qui soient compatibles aussi avec le N+1 lui-même. Je vais vérifier qu'il n'est pas en train de fixer à ce coaché des objectifs qui sont du ressort du N+1 lui-même, c'est-à-dire sur le mode prenez-moi ce gars et apprenez-lui à déléguer un peu, parce que voilà, sachant que rien que sa seule démarche de faire ça à mon égard en tant que coach n'est déjà pas délégative, ce qui me montre que j'ai un N+1 hyper directif, et qui donc il veut que directivement son N+1, son N-1 soit délégatif. Et je vais donc pouvoir adresser ou m'occuper de ce genre de problématique avec lui en face à face avant qu'il n'envoie ses objectifs dans la tripartite. Et c'est pour moi le but. Y compris de travailler sur la nature éventuellement contraignante qui est dans sa fixation d'objectifs. C'est-à-dire il atteint un certain nombre de choses. Est-ce qu'on est dans un cadre contraint ou est-ce qu'on est dans un cadre ouvert? C'est-à-dire de poser la question, par exemple, supposer qu'on ne les atteigne pas, les objectifs là, qu'on a maintenant établis ensemble, supposer qu'on ne les atteigne pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez virer ce bonhomme? Est-ce que vous allez le changer d'affectation? Est-ce que vous allez lui donner autre chose en plus? Renouveler un coaching? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans une contrainte ou pas? Donc voilà à quoi sert ce premier entretien de 45 minutes. Je vais aussi vérifier que lui va permettre à ses objectifs, dans la mesure de ce qu'il peut faire, à ses objectifs d'être atteints. C'est-à-dire qu'il ne va pas exclusivement compter sur le coaching pour faire que ses objectifs soient atteints. Voilà à quoi sert ce premier entretien selon moi. Et ce premier entretien prépare un deuxième entretien. Voilà, il va tomber vite. Un deuxième entretien, qui est donc celui-ci, on est 3. On a donc le N+1 plus le coaché. Et moi, je suis là, non? Le coach. Et on va reprendre 45 minutes à nouveau. 45 minutes. Ce qui fait que le N+1 a besoin d'une heure et demie avec moi. Dans lequel, moi, je vais être ici dans un rôle de facilitation. C'est-à-dire, on va commencer l'entretien par bonjour monsieur le coaché, voilà le cadre dans lequel nous nous trouvons. Vous me rencontrez pour la première fois, je suis celui qui a été choisi par votre entreprise, DRH, pour vous rencontrer. Sachez qu'après après cette séance, vous aurez le choix de choisir un autre coach si jamais vous ne vous sentez pas bien avec moi, etc., de façon ouverte. Et le but de cet entretien est que vous puissiez entendre, prendre note, demander des précisions sur les objectifs que votre organisation, représentée par ce N+1-là, a l'intention de donner au coaching qu'elle va payer pour. Voilà, cette phrase est un petit peu écrite là quand je la dis, mais le principe est celui-là, c'est-à-dire que je me pose là, moi, non pas en tant que porteur des objectifs du coaching, sûrement pas, même pas en tant qu'approbateur de ces objectifs. Je me pose uniquement en facilitateur d'une conversation qui doit avoir lieu entre un N+1 et un coaché en présence du coach pour vérifier que les choses sont bien comprises entre eux. Il ne s'agit pas pour moi d'obtenir dans cet entretien l'acceptation par le coaché des objectifs du coaching. Ce que je dis dans les premières phrases aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'approuver ces objectifs quand vous les entendez. Par contre, vous êtes obligé, si vous ne les comprenez pas, de nous aider à les repréciser. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Voilà. Donc voilà la deuxième partie. Et la troisième partie, là il n'y a que le coaché.
Et moi je suis toujours là. On va dire, allez, variable une demi-heure. Cette troisième partie me permet une autre rencontre avec le coaché, qui est une autre nature, du coup, puisqu'on est deux face à face. J'oublie de préciser ici que j'explicite le fait qu'il y aura un document avec 3 signatures, je mets 3 points, qui sera donc qui conclura cet entretien-là, avec uniquement les termes du N+1. Et j'explique devant tout le monde plusieurs règles qui sont que d'abord, il y aura un autre document qui sera signé avec le coaché et non connu du reste de l'organisation entre le coaché et moi, c'est-à-dire un contrat bipartite, celui-là, dans lequel on travaillera les objectifs du coaché, qui sont les siens, donc, à l'intérieur de ce cadre fixé par la tripartite. Et j'explique aussi un certain nombre de règles à propos du déroulement du coaching. Ce que c'est, ce que ça n'est pas, le fait que ce processus tripartite aura lieu systématiquement à la fin, le fait qu'il peut être appelé par l'un de nous trois à tout moment pour toutes sortes de raisons. Voilà, en gros je fixe des règles. Autrement dit, je pose un cadre. Et donc on a un troisième entretien, je dis 30 minutes environ, dans lequel on se rencontre un peu plus avec le coaché, j'explique plus, il explique plus, on se met d'accord, et puis après ça débouche sur les autres entretiens, quoi, qui sont des entretiens qu'on connaît tous. Voilà. Voilà une tripartite de départ telle que je la conçois, c'est un vrai protocole pour moi. Elle se reproduit de la même façon à la fin, c'est-à-dire que le même schéma est adopté à la fin. Je vais rencontrer en conclusion le N+1. Il va me dire ce qu'il a à dire à propos du coaching et des résultats qu'il a obtenus, qui ont été obtenus, qu'il observe, etc. Je vais pouvoir parler ensuite à 3, faciliter le processus d'évaluation entre eux, quitte à ce qu'ils m'interrogent. Et là, il faut savoir que si on est sur un entretien de fin, dans le dernier entretien, j'aurais préparé avec le coaché ce qui peut être dit et pas dit par moi. Et voilà, et puis dernier, évidemment, il n'y a pas de dernière demi-heure. Voilà. 10 minutes, non? Alors Joël, moi j'ai une remarque par rapport à ce schéma. Je vois une demande qui est très descendante, qui va du manager vers le coaché. Et je me pose la question, et j'ai envie de te poser la question sur ce qu'on appelle l'alliance, le fait qu'il y ait une confiance entre le coaché et le coach par rapport à son propre objectif. Où là, finalement, l'objectif il est décidé par le N+1, il a la possibilité de l'accepter ou de le refuser, comme tu l'as très bien dit. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très fortement descendant là, dans ce schéma? Ça peut en avoir l'apparence, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par fortement descendant, on n'aura pas trop le temps de préciser, mais ce que j'imagine, c'est que on peut voir dans ce schéma, ne serait-ce que par son processus, le fait que j'ai rencontré, il y a une antériorité de rencontre entre moi et le patron, et nous nous rencontrons à deux avec le coaché qui vient face à nous. Hein, c'est un processus qui peut paraître un peu autoritaire. Il peut incarner une forme d'autorité, en fait, par lui-même. Là, après, tout est dans... Et c'est vrai. Après, tout est dans l'art, ici, de dépositionner cette affaire-là pour la positionner autrement. Hein, c'est-à-dire vraiment me poser en tant que facilitateur. Non pas faire alliance avec le coaché parce que je ne suis pas là pour ça, mais en tout cas très vite montrer à quel point je suis dans une situation de médiateur. Parce que lorsque je donne une permission au coaché qui me voit quand même mener le processus de son patron, oui, d'accord. C'est ça le lorsque je donne la permission au coaché de dire non à ses objectifs ou de dire ce qu'il a envie de dire à ces objectifs-là, ou de dire qu'il ne les a pas compris, lorsque je vais pousser certaines questions à se poser, du style qu'est-ce qui se passe si on échoue, je prends un autre rôle, de fait aussi. Hein. Par ailleurs, si ta question concerne mon éventuelle alliance avec l'emprise que pourrait exercer l'entreprise sur le coaching, oui. Là, moi je me dis que je préfère des choses explicites en termes d'exercice de l'autorité et de leur part et de la mienne,
jouer face à face, sachant qu'il y a toujours des zones d'ombre, à des choses implicites, jouer dans l'évitement, et qui à la fin donnent des catastrophes. Au moins, on sait de quoi on parle ici. C'est-à-dire que au moins il y a un langage émergé et explicite sur ce qui peut être dit de conscient à propos de la situation. On a un langage de conscience et de présence. Là où, si au nom de... Pour ne pas faire alliance fantasmée avec l'entreprise, je laissais faire les choses, je vais directement vers le coaché, pour moi, j'aurais beaucoup plus de risques de voir l'entreprise exercer son emprise. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Tu as répondu, il n'y a pas voilà. une question. Oui. Je veux juste un allez-y, compléter. bien sûr. Je trouve que l'avantage de ce processus-là, c'est que le fait d'être sous contraste, même si c'est un mot qui n'est pas très bien vécu souvent, c'est beaucoup plus clair. On est sous contraste. On est sur la transparence, sur la clarté, sur l'avantage est que ça permet surtout de la préciser. C'est-à-dire comme de toute façon elle existe, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, le coaché, de façon générale, sauf cas exceptionnel, ça existe, il est quand même payé par la boîte pour faire son boulot, etc. Il y a une espèce de cadre qui est un cadre de subordination et parfois d'assujettissement même. Donc, sans jouer sur les mots, on est dans un cadre qui par le fait porte la subordination. Bon, si on s'inscrit là-dedans dans l'évitement, moi je trouve qu'on ne rend pas un service à la situation. Et le niveau de contrainte, si on peut l'adresser, c'est là et là. Mais déjà là, dans moult entretiens, je fais réduire cette illusion du patron qu'il peut, par la contrainte sur le coaching, obtenir de meilleurs résultats. Et ça fait beaucoup de bien à tout le monde. C'est-à-dire que cet entretien-là, ça peut ressembler à du coaching du patron aussi. Hein, oui. Hein, sans en être tout en en étant, etc. Enfin, il y a un acte d'influence de la part du coach ici, clairement. Au moins une clarification. Au moins de la clarification. Mais des fois, on fait faire un vrai saut périlleux. Je me rappelle une fois où on a arrêté, on a fait l'entretien pour de faux ici, et on a à peu près tout arrêté après, quoi. Parce que c'était pas la matière, le coaching du bonhomme, là. La matière, c'était lui, là-haut. Vous voyez, donc moi, je ne prends pas dans ces cas-là. Alors, oui. J'ai d'autres questions par rapport, alors ça va être relié à la troisième question, mais bon, elle me vient maintenant à la question du choix du coach. Là, tu fais un travail avec le N+1, oui. Qui n'a pas été choisi. C'est-à-dire que le coaché, il t'a pas choisi comme coach. Donc tout ce travail que tu fais, tu vas rencontrer le coaché, cet entretien va se passer, il va pouvoir te dire, bah non, et donc tu auras fait un travail en amont, un double travail, puisque tu auras le travail avec le coaché et avec son N+1 sans suite. Donc perte de chiffre d'affaires. Je sais pas, on parle de ça. Non, mais pour moi la question serait plutôt par rapport aux habitudes que je vois ailleurs, et d'ailleurs même des fois elles me sont imposées, c'est-à-dire parfois il m'est imposé de fait de rencontrer le coaché en amont, dans les histoires de shopping dont on parlera tout à l'heure. Donc des fois la situation n'est pas toujours comme ça. Hein. Moi ma situation souhaitée c'est celle-là, c'est-à-dire il y a un contrat clair avec le coaché par la RH en général, disant, vous rencontrez M. Brugalière, il y a une tripartite de lancement, sachez qu'au bout du premier entretien, et même au bout du deuxième si vous le souhaitez, on peut arrêter le coaching parce que vous ne vous entendez pas bien avec M. Brugalière, par exemple. Je sais pas quoi. Pour moi, c'est ça le contrat. D'accord. Ça arrive? Jamais arrivé jusque-là. Ben oui, mais ça me semble difficile pour le gars. Il n'a pas de deuxième chance. Si. Wow. Bah, si. Le RH te dit, ah, t'as pas voulu pour Brugalière? Non, c'est ouvert, vraiment. Ça, moi, ça dépend du niveau. Pour moi, ça dépend du niveau hiérarchique. Il y a des mecs qui c'est possible. Des mecs en bas, peut-être moins. Oui, oui, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tu ne rencontres pas le coaché. Je vois bien la rencontre avec le N+1, je vois bien comment est menée la tripartite. Et qu'est-ce qui fait que tu ne rencontres pas le coaché avant la tripartite là, on a un deuxième petit rectangle là-haut. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui ferait que je devrais le rencontrer. Oui. C'est bien. Non, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire que je devrais le rencontrer pour qu'il approuve que je suis le bon coach pour lui, c'est ça? Pas pour qu'il demande, peut-être qu'il demande. La demande, elle est où là? Mais peut-être la demande, elle est ici écouter maintenant. sa vision Non, des choses.
quels sont ses objectifs à lui. Oui, mais ça, je vais m'y intéresser très fortement à partir de là. J'ai bien compris, mais qu'est-ce qui se fait que c'est pas en amont? Parce qu'il sait qu'il va être coaché. Il sait, il y a déjà des choses qui ont été dites. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir... Je ne veux pas en faire un principe. Ça arrive, tu vois, j'ai un coaching qui commence en ce moment. Je l'ai commencé directement ici. Et on va faire la tripartite après avoir eu déjà 2 entretiens. Donc c'est pas une exclusion, comment dire, dogmatique. Non, mais dans mon modèle à moi, je n'ai pas besoin, et je pense que c'est pas un besoin prioritaire que le coaché commence à travailler avec moi avant de voir le patron. Soit pour des raisons de constitution d'alliance, qui est un langage qui existe, soit pour des raisons de création de confiance, de vérifier le fit, je ne sais quoi. Parce que ce boulot sur la demande peut très bien être fait ici. Oui. Encore mieux même. Est-ce que ce choix contient comme implicite que tu acceptes de travailler avec tous les coachés toutes les entreprises qui demandent à ce que quelqu'un soit coaché? Et donc à quel moment trouves-tu moyen de dire non éventuellement? Ça m'est encore pas trop arrivé, mais c'est vrai que je pose ici, j'ai oublié, il faudrait que j'ai un écrit sur ça, je pose ici la liberté réciproque de dire non. La liberté réciproque ou respective de chacun, quoi. De dire non, ce cas ne me paraît pas correct ou il y a quelque chose qui ne me va pas. Mais moi, par principe, je ne refuse pas un coaching. C'est un principe. Alors après, je peux arrêter un coaching, ça c'est autre chose, hein, mais pour 1000 raisons. Mais a priori, il n'y a pas de coaché que je refuse, ni de situation. Voilà. Si vous voyez quel est le bénéfice de ce processus? Selon moi, je ne dis pas qu'il y en a plus de bénéfices là qu'ailleurs, mais les bénéfices que j'y trouve, encore une fois, pour moi, c'est que ça pose un cadre qui est extrêmement clair au départ de où sont les enjeux de pouvoir et d'autorité sur le coaching. C'est ce que je cherche. Et éventuellement, la nature de la contrainte qui est exercée via ce coaching sur ce coaché est beaucoup plus claire à l'issue d'un tel processus que si je ne le faisais pas. Parce que ici, on aura pu poser des questions à propos de qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, comment vous, le N+1, allez-vous vous impliquer pour que ça marche, et on voit bien là quel est le degré d'investissement par le N+1 dans le coaching. Mais pourquoi dans un autre dispositif on ne pourrait pas poser ça? Je ne dis pas qu'on ne le pose pas dans les autres dispositifs, je dis qu'ici, on le pose de façon très claire, parce que j'ai pu travailler avec ce N+1 en tête-à-tête en amont, de façon à ce que cette contrainte soit, d'abord, des fois qu'ils prennent conscience de sa réalité, parce qu'on a aussi des réponses du type « Non, mais attendez, ça peut marcher ou pas marcher, ça ne change rien, quoi. » On a des réponses comme ça, vous en avez aussi, hein, du style « Non, il a plein de succès, ce bonhomme, c'est juste, c'est pour l'aider, quoi. Il n'y a aucune contrainte. » Et en fait, souvent oui, mais souvent ça mérite d'être creusé. C'est-à-dire que ça peut aller ailleurs quand on creuse un petit peu. Or ça, il vaut mieux le faire le plus tôt possible, quoi. Pour moi, en clair, c'est un vrai processus de décontamination du cadre que je fais en faisant ça. Je sais que, je ne sais pas s'il y en a ici, mais je sais qu'il y en a qui penseraient volontiers face à ça que c'est un vrai processus de contamination du cadre, je suppose, mais... Bon. C'est très systémique. Comment? C'est l'approche qui est c'est Palo Alto, quoi. Ah oui, c'est très inspiré des approches de thérapie sous contrainte de Palo Alto, mais adapté aussi. Parce que la thérapie sous contrainte de Palo Alto, on utilise le cadre contraignant pour générer l'effet thérapeutique. C'est très différent. Hein. Enfin, c'est très différent. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Là, je n'utilise pas le cadre contraignant pour générer l'effet du coaching. En revanche, je profite de cette situation qui comporte par nature une forme de contrainte potentielle pour désamalgamer, défantasmer, décontaminer cette situation. Moi, ce qui me gêne principalement dans ceci, en comprenant tous les objectifs, c'est la difficulté immense qu'aurait le coaché à expliciter clairement pourquoi il ne veut pas travailler avec toi. Et du coup, j'ai l'impression que ça permet aussi une sorte de pied dans la porte. Maintenant j'y suis, t'as pas le choix. Ouais, de ma part, je peux entendre. C'est pour ça que je trouve. Je peux entendre. Ou s'il y a une forme de conflit avec son cousin, et malgré la facilitation, ça ne suffise pas.
en 45 minutes. Ah non, oui, et alors. Par rapport où il en est dans son autonomie, où il en est dans... Ça pourrait être même le rejet Ouais. du coach. Du coach, Ouais, ouais, on peut. Ouais, moi je pense à certains niveaux de... Oui, donc une autre question, c'est sur quel niveau, avec quel niveau hiérarchique ça fonctionne, ça. Jusque-là, j'ai aucune exclusion, c'est-à-dire je peux travailler avec des dirigeants dans certaines grosses boîtes sur ce modèle-là, sachant que bien évidemment, le processus étant le même, les langages doivent être adaptés à chaque situation. C'est pas un patron d'usine, c'est pas un cadre de proximité qu'on est en train de coacher quand on accompagne quelqu'un qui est de notre niveau-là. Mais le principe reste le même. D'ailleurs, souvent, pour des dirigeants qui sont de haut niveau, le fait d'ouvrir des espaces de parole, des fois avec les dirigeants de haut niveau, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir plusieurs tripartites. Sur le même modèle. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur... Oui, ou c'est plusieurs réseaux, voilà. Soit plusieurs patrons fonctionnels hiérarchiques, mais aussi, on voit bien, quand on fait le premier entretien, que la puissance du coaching, la puissance qui va investir le coaching n'est pas seulement le fameux hiérarchique. Et que ça peut être bien pour le fameux dirigeant d'avoir l'investissement du coaching par quelqu'un d'autre aussi. Qui le dit ça? C'est la RH qui te dit un tel. Tout est possible à ce moment-là. Ça peut être soit la RH, mais j'ai un cas qui est en cours en ce moment. La RH, je ne l'avais pas vu, et je le découvre en voyant ce coaché-là. Après la première tripartite, on s'aperçoit, c'est pas que c'était pas la bonne, parce que c'était la bonne, mais qu'il va falloir en faire une ou deux autres pour avoir à ce coaching vraiment le cadre que donne l'entreprise à ce coaching-là. Voilà. Encore une ou deux questions ou remarques, puis on changera. C'est un sujet un peu profond. Hein. Donc, oui, moi il y a quelque chose qui me gêne là, c'est si je suis le coaché, je sais qu'ils ont déjà causé de moi sans que je sois là. Ça me gêne beaucoup. Et comment vous gérez le fait que le patron vous dise des choses secret, enfin vous voyez, c'est tout. Ce monsieur, il a perdu un fils, je sais rien, j'invente un truc. Voilà, qu'est-ce que vous en faites, vous? Comment vous êtes à l'aise avec ça dans le coaching? J'essaye d'être à l'aise avec tout ce que je rencontre. Mais bien évidemment que quand un patron rentre dans des secrets à propos de la personne qui va venir après, on peut comprendre aussi très vite le type de position, ça peut parler du type de relation qu'il entretient avec son coaché, du type éventuellement de paternalisme, etc. Tu vois, ça permet de creuser ça aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas dans un cas de médiation explicite, dans lequel je peux afficher d'entrée, c'est une zone un peu grise, dans lequel je peux afficher d'entrée le fait qu'il y aura de secret pour personne dans ce qui se dit entre nous. Je ne peux pas faire ça d'entrée de jeu. Une remarque encore Oui, c'est-à-dire que moi j'ai posé des cadres de coaching un peu autres que ça et aussi proches de ça, sans être tout à fait ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le fait de fonctionner comme ça m'a mis beaucoup moins souvent dans la situation de me retrouver, une fois que le coaching avait démarré au bout de 3 séances, et de m'apercevoir que finalement il y avait une dichotomie entre les objectifs de l'organisation et de ce que moi j'avais pu comprendre et ceux du coaché. Donc je trouve que ça a un mérite très fort qui est celui d'être très clarifiant. Oui, ce qui veut par contre pas dire que moi j'empêche cette dichotomie, c'est-à-dire qu'il apparaît parfois que les objectifs qui sont poursuivis ici s'entrechoquent à la marge ou en plein centre avec les objectifs qui sont poursuivis là. Auquel cas, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on en fait. Éventuellement, on reprovoque une tripartite. Il faut gérer ça, mais au moins on le sait au départ. Il n'apparaît pas quand on voit le coach avant. Exactement. Parce que là, on peut le mettre. Même ça peut être masqué. Ah ben bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais...
finalement, votre logique, est-ce que c'est pas de récupérer le plus en amont possible tout le réel lié au contexte auquel vous avez travaillé C'est vachement subjectif. C'est très subjectif. Non, ce que je vais peut-être faire pour parler du réel, c'est d'amener ces gens-là à être dans la même réalité. Ça, oui. Eux et moi. Mais récupérer tout le réel. Je passe un peu attention. Et puis en plus, voilà, le réel, on le crée. Allez, voilà. Vraiment dernière. Est-ce qu'il y a une nouvelle réunion tripartite avec le N+1 au milieu ou à la fin? Alors, il y en a une annoncée systématiquement à la fin, sur le même protocole, avec la possibilité pour les 3 parties d'en convoquer une ou autant qu'ils le veulent, quand ils veulent. Voilà. Mais ce n'est pas systématique au milieu. Je sais que dans certains endroits, ça se fait systématique. Est-ce que tu permets... Pardon. Et est-ce que tu permets une réunion unilatérale avec le N+1 pendant le coaching? Non. À la fin, non. Hein. Donc, s'il y a une réunion unilatérale, elle est suivie d'une tripartite. Comme au début, tripartite. Non, mais tripartite. Mais la tripartite, la fin. Hein. La fin, oui, tripartite, il n'y a pas de unilatéral à la fin. Est-ce que je peux être re-rencontré par le N+1 exclusivement en milieu ou à un certain stade du coaching? La réponse est non. Voilà. Si on le fait à 3 après. Si vous voulez bien, on va terminer sur ce sujet-là. Oui. Pour conclure, on peut dire que c'est un sujet, enfin c'est un modèle qui est plutôt intéressant. On voit tous ces avantages. On voit qu'il y a aussi des zones de prudence. Hein. Il faut faire bien attention à certaines choses. Mais on a là un modèle qui permet de clarifier et de ne pas être dans les zones d'ombre ou dans les non-dits ou les choses qui ne sont pas dites. C'est ça? J'ai bien compris que tu pourrais dire. Diminuer l'ambiguïté, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'enlever. Ouais. Bon, ça va? Vous êtes bien avec ce schéma dialectique? Oui. Bien. Aussi. Non, pas bien? Bien, j'entends, mais bon, ça ne convainc pas. Il faudrait que je l'essaye. Oui. Ça fait appel à une compétence du coach d'être capable de contenir. Oui. Voilà. Je trouve que absolument. En ça, on crée un contenant. C'est intéressant. Oui. On est beaucoup dans la critique, je trouve qu'il faut aussi reconnaître. Bon, moi je me suis pas senti critique. On continue? Allez, le deuxième sujet, la fixation d'objectifs. Alors, ça va être, parce qu'on a déjà plus ou moins parlé en fait. Donc, fixation d'objectifs. Pourquoi tu vas y on a entendu une remarque. C'est les remarques. Ça commence bien. Les objectifs. Bon, les objectifs d'un coaching. Ça, là, pareil, c'est un sujet de polémique. Je ne vais pas. Pareil, il y a 20 ans, etc. Il y a dans l'article, le code de déontologie, qu'on doit travailler sur. Qu'on doit s'attacher à être dans un engagement de moyens et pas dans un engagement de résultats. Hein. Donc, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, il n'était pas question de fixer des objectifs pour le coaching. Bref, aujourd'hui, j'en fixe, je les écris, je les signe, et je les signe sur un tripartite et sur un contrat bipartite, sur les 2 contrats. C'est-à-dire celui qui est entre l'organisation, le coaché et moi, qui porte les objectifs de l'organisation, et celui qui est entre le coaché et moi, qui porte les objectifs que le coaché se fixe dans son coaching, et que j'approuve. Et qui sont parfois pas formulés dans les mêmes termes, pas forcément directement cohérents, ni compatibles avec ceux de l'organisation, et ça se... Voilà. En tout cas, on parle objectif. On écrit et on signe objectif. Voilà. Pourquoi je fais ça? Eh bien, tu vas nous dire. Je vais essayer de vous dire. Bien, tu vas nous dire. Bon, on va dire, je vais essayer de faire un schéma que je n'ai jamais fait, mais que j'ai dans ma tête. Donc, il y a une partie des choses qui doit être explicitée pour moi. Comme vous le voyez, c'est le cercle extérieur. C'est-à-dire que moi, je vais chercher dès le départ, dès le plus tôt possible, à faire expliciter ce qui est attendu par l'un et par l'autre de cette démarche-là qui est investie par tous. Je vais faire expliciter ce qui peut l'être. Ah. C'est-à-dire, on ne va pas faire un schéma, je ne sais pas comment le représenter, entre le conscient, le subconscient, le inconscient, le préconscient, le paraconscient, le métaconscient, le surconscient, l'inconscient et le saga conscient. Mais tout ce que je peux choper qui existe et qui est après, qu'on peut attraper et coller sur un papier,
qui peut ressembler à ce qui va mobiliser ce système pour changer m'intéresse. C'est-à-dire le pourquoi ils sont là. Ça a plein de vertus. D'une part, ça a des vertus en termes de mobilisation. Ça, c'est quelque chose à quoi j'attache de l'importance. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'avoir des gens avec moi qui travaillent en coaching avec des choses qu'ils ont au moins envie ou qu'ils savent qu'ils ont à atteindre. C'est-à-dire on est à la fois dans je sais dans quel cadre je suis, et puis quand le coaché va parler de son coaching dans ce cadre-là, il va mettre des choses qui le mobilisent. En tout cas, je vais chercher à faire apparaître explicitement des choses qui le mobilisent. Au sens, ça m'intéresse. On m'a dit qu'il fallait que je devienne plus délégatif. Super. Maintenant, moi, je vais essayer de regarder comment je peux gagner en efficacité, en meilleure gestion de mes priorités, gagner un usage de mon temps, gagner peut-être, c'est un objectif qui apparaît assez fréquemment, un équilibre entre mon temps personnel et mon temps professionnel, etc. Pour moi, cette explicitation, elle sert beaucoup à la mobilisation. Elle sert beaucoup à la mobilisation du système prescripteur aussi. Voilà. Ça a un effet pour moi aussi alors j'ai employé ces mots tout à l'heure, décontamination, c'est un peu un mot lourd, ou de défantasmatisation. Parce qu'on se trouve des fois avec la première affiche d'un N+1 qui donne les objectifs qu'il souhaite atteindre avec ce coaching, des fois c'est une vraie soupe, quoi, hein. Il n'y a rien, quoi. C'est du truc, il n'a pas bossé dessus. Vous voyez ce dont je parle, des choses du style, il faudrait que ça devienne le meilleur leader, mon gars, il faudrait qu'il soit meilleur en leadership, puis gagne en influence, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Et le fait de prendre ça en main et d'amener cette personne à, moi j'appelle ça plutôt défantasmer, c'est-à-dire, ce qui veut dire fantasmer du coup, pour de vrai, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est accessible comme rêve pour vous, quoi, qu'est-ce que vous en attendez vraiment de ce coaching-là, et puis ça me permet aussi de contractualiser, c'est-à-dire contractualiser, ce qui veut dire que les objectifs qui sont là, il m'arrive parfois de dire, écoutez, ça, dans un coaching, ça n'est pas possible, quoi. Ce que vous demandez là, ce n'est pas un objectif de coaching, débrouillez-vous autrement, faites ce que vous voulez. C'est un objectif de formation, par exemple, ça arrive. Il y a ça, envoyez votre gars en formation, après on met en coaching si vous voulez. Ou c'est un objectif de thérapie, mais pour vous, et pas pour lui. Qu'il soit moins conflictuel, qu'il arrête de m'emmerder, etc., Et puis, vous avez en fait, quand vous regardez les boucles qui sont entre eux, c'est le N+1 qui est le véritable auteur des dysfonctionnements. Donc ça nous permet à moi de contractualiser de la bonne façon, quoi. Donc ça, c'est tout le travail sur l'explicite. N'empêche que, on va s'apercevoir à la fin que des fois, il y a tout un tas de trucs qui étaient en plein cœur de la cible, si le centre est là, qui ont été atteints et qui n'avaient peut-être rien à voir avec ce qui était là. Hein? On a tous connu ça. Donc, le fait d'expliciter ces objectifs au départ ne me sert pas, n'est pas fait dans une intention de évaluer. Je ne fais pas cela dans le but, dans une perspective d'obligation de résultat. Certes, je fais cela dans une perspective de facilitation d'un résultat, mais je ne fais pas cela dans une perspective d'évaluer à la fin, comme on le fait dans un projet avec des indicateurs de progrès. Même si je mets des indicateurs dans mes objectifs en plus, je ne le fais pas dans l'intention d'avoir un check à la fin avec tick the box, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, j'y suis pas. Ils le font, mais le but n'est pas celui-là. Par ailleurs, au passage, je me rends compte, merci, que c'est une façon de parler le langage de l'entreprise et donc quelque part de faire alliance avec son homéostasie, comme on dit chez moi, de parler son langage, c'est-à-dire de se mettre dans les structures mentales ambiantes pour pouvoir discuter. Sinon, on est au départ d'une relation quand même. Donc, je ne vais pas rentrer avec mes structures mentales ambiantes. C'est pas mal, du coup, les structures mentales. Et le langage. Donc, il y a une partie des objectifs à la fin qui va être atteinte et qui sera très très proche, enfin, une partie des objectifs, une partie des résultats de la fin qui va être atteinte et qui ne sera,
qui sera très très proche de ce qui apportera une énorme satisfaction éventuellement aux deux personnes, et qui n'était pas du tout mentionné au début là-dedans, hein, et qui faisait partie de ce qu'on appelle l'implicite, bien sûr. L'inconscient, etc. Bon, vous me direz, si le but c'est plutôt d'atteindre ça plutôt que d'atteindre ça, pourquoi fixer des objectifs explicites, sachant que le but il est là, au fond? Ah, soyons, je fais ton boulot là. Voilà, c'est le travail. Vous me direz, mon cher Roland, que. Très bien. Tu pourrais me demander. Et vous me dites, si vous trouvez que je prends votre place, je peux aussi prendre la mienne. Au fond, pourquoi je sais pas. Si jamais jusqu'à là, je ne t'ai pas posé la question. Si on ne part pas de... Comment comment espérer descendre si on ne commence pas à tirer le fil? Pour tout ce que tu as dit avant. Pour tout ça, la mobilisation, parce que tout ce qui va se produire comme question du coaché va être contenu dans un champ finalisé qui est celui-là. Voilà, si on parle systémique, ce qui se passe, c'est ça. Mais bon, il y a un problème. Hein. Ouais, sauf, moi j'ai juste une remarque, c'est que, est-ce que tu ne penses pas que l'implicite, ou enfin ce qui n'est pas dit, l'inconscient, est en dehors de ton cadre et non pas au centre de ton cadre? Là, tu pars du principe qu'il est dedans. J'ai fait exprès de faire l'inverse du schéma qu'on attend. Pour une raison qui est là pour. T'as raison. Mais non, mais pour moi, justement parce que c'est plus central, ce qui est caché. D'accord. C'est là où il y a le plus d'énergie. C'est ce qui est central et c'est caché. Il peut être à côté. Il peut être complètement à côté. Il est central, je comprends. Non, c'est à côté de ça. Oui. Mais c'est pour moi beaucoup plus central que ça. C'est beaucoup plus chargé d'énergie, ce que j'ignore, ce qui me manipule, entre guillemets, en termes de toute l'énergie libidinale, pour parler psy, qui est investie dans des buts qui ne sont pas conscients, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant que tout ce que je raconte comme salade ici, quoi. Et bien plus porteur du coup d'un changement qui va rester et qui va durer. Exactement. Et qui pourrait se traduire dans l'explicite. Mais qui pourrait se traduire dans l'explicite. Éventuellement. Mais là, on prend les cas. Voilà, comme améliorer sa communication et du coup on est obligé de passer par se connaître soi, mais c'est rarement écrit. Enfin, voilà. Et on s'aperçoit à la fin qu'on a un coach qui nous dit je me suis vraiment rencontré dans cette histoire avec vous, merci. C'était pas marqué ce C'était évidemment pas écrit sur le but initial, et heureusement, pour le coup. Oui. Contrat de me rencontrer avec vous. Alors, mais puisqu'il semble qu'il y a un consensus sur l'intérêt de l'objectif, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelques années, il fallait surtout pas parler de position inverse. Je prends du coup la position inverse. C'est de dire, écoutez, il n'est pas question de mettre la main et le doigt là-dedans, parce qu'on rentre dans une signature d'un pacte avec le diable qui est celui de l'obligation de résultat. Parce qu'à partir de... Ne me dites pas, monsieur le coach, qu'à partir du moment où vous avez signé un contrat avec des objectifs, vous ne vous êtes pas mis vous-même en situation de les atteindre. Position tout à fait compréhensible. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds que j'ai un peu de discernement. Et puis qu'il faut me faire confiance. Parce que, voilà, et que je ne suis pas magicien. Et que je ne suis pas magicien. Ni tout puissant. Si le truc s'est installé en 15 ans, c'est pas en 10 heures. Ni tout puissant. Voilà, et puis que je ne suis pas chargé d'atteindre les objectifs de l'entreprise, même si je signe le fait qu'elle me demande de l'aider. C'est pas pareil. Mais c'est toute une autre culture, en fait, qui dit il vaut mieux ne pas fixer d'objectif au départ, parce que ça permet toute l'ouverture possible de la part du coaché à toutes sortes de buts, de difficultés. Il peut passer d'une difficulté à l'autre, parce que ces difficultés sont souterrainement reliées d'un entretien à l'autre. Oui. Non, mais on peut les faire évoluer. Bien sûr, je n'ai pas de problème avec ça. Je me rappelle, dans le même, c'est à une plus petite échelle, mais tout aussi pertinent, en discutant avec un de mes collègues dans une assemblée comme ça, sur le fait en début de séance, on se donne des buts ou pas, par exemple, sur le même principe. Moi, jamais, attends, je rentre en séance, j'écoute. Je ne vais pas parler de qu'est-ce que, tiens, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous attendez de cette séance qu'on va passer ensemble? Surtout pas. Pas de demande. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne fixent pas d'objectif dans l'entreprise? Est-ce que ça existe encore? J'ai pas compris ta question. Y en a-t-il parmi nous qui ne fixent pas d'objectif qui appartiennent à cette seconde école dont on parle?
Non, c'est le passé. C'est visiblement le passé. Et comme on est là pour un peu questionner quand même ce que l'on fait tous clairement, quelle était la raison du fait qu'à une époque... C'était les écoles un peu psychanalytiques, les inspirations psychanalytiques qui sont sur l'écoute flottante et la non-directivité totale. Annie, dis-nous un mot sur ça. Ah oui, avec toi, Annie. Tu fais ça? La parole est pareil, alors fais-nous le truc psychanalytique. Non, parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on est tous d'accord sur si tu sais de quoi je parle, là. Ouais. Les objectifs, on ne peut pas les taire, puisqu'ils sont dans la bouche du N+1 et même du coaché. Donc il faut bien en passer par les fiches des objectifs. Non, mais dis-nous pourquoi, à une époque, il y a des gens, il y en a encore d'ailleurs. Oui, pardon. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'on se met au travail avec le N+1 d'un côté et le coaché de l'autre, on a intérêt à oublier les objectifs. Les objectifs sont un frein terrible et nous mettre dans une position de vouloir réussir qui est incompatible avec le coaching. C'est ça la position. Que je ne partage pas, mais que je comprends. C'est là où je dis qu'il faut être invité au discernement en tant que coach, c'est-à-dire dans quel jeu on est pris. C'est-à-dire si on s'oblige, si on n'arrive pas à se défaire du jeu dans lequel cette situation veut nous mettre, qui est de devenir l'allié des objectifs de l'entreprise, si on n'arrive pas à se défaire de ce jeu, que ce soit en implicitant ou en explicitant, peu importe, on n'arrive pas à s'en défaire. Le problème, c'est que nous, on peut arriver à s'en défaire parce qu'on a le discernement, mais l'entreprise ne l'a pas forcément en face de nous. C'est pas son boulot de l'avoir. S'il y a un changement qui se produit, l'entreprise, je veux dire qu'elle est chez discernement ou pas, ils s'en fichent. À partir du moment où le changement se voit, ou se présente, ou se vit, et s'ils n'en voient pas... C'est plus le travail du coach que de l'entreprise d'avoir ce discernement. L'entreprise, son métier, plus elle a de discernement, mieux c'est. Alors ça, on est d'accord. Mais sa logique ne va pas dans le sens de ce discernement-là. D'où l'idée d'un tiers. Sinon, il aurait eu avant, sinon, il n'y aurait pas de coach. Est-ce que d'ailleurs c'est pour ça qu'on a choisi le terme objectif et pas attente? Parce qu'on aurait pu, je ne sais pas, l'histoire de dire l'objectif, c'est vraiment un nom d'entreprise. Les entretiens d'objectifs, on fixe des objectifs annuels, on les atteint, on a des indicateurs, on les améliore. Alors que si on se mettait dans la peau du client, je trouve qu'attente, il y a un côté moins entreprise, mais moins dur, moins entreprise, même si et d'ailleurs peut-être plus dans la... Je sais pas, je parle de l'histoire, j'en sais rien. Ce qui est dur aussi, c'est le terme fixé aussi. Oui, c'est ça, on est vraiment dans un s'accroche, on reste accroché, alors ça peut être simplement une attente, une appréhension. Enfin, on peut appréhender un objectif, simplement le voir comme une cible et avoir de la liberté, comme tu le dis dans tes entretiens. Finalement, on ne s'accroche pas, on ne se fixe pas à l'objectif, mais on l'a comme une cible. Là, on peut comme un résultat, comme une vision. On s'y accroche pas, c'est ça qui est. Alors que quand on parle d'objectif, on est beaucoup plus dans une organisation de moyens, d'ailleurs, dans le processus, et beaucoup moins dans... Mais je pense que ça vient du cabinet d'entreprise, mais on se fait garder... On aborde le chapitre 3 des achats, là, parce que, tu vois, l'histoire des objectifs, je pense qu'une bonne partie de ces contrats a servi aux RH et aux prescripteurs de coaching en interne à faire accepter aux procédures d'achat le coaching comme une prestation qu'on peut acheter. On peut acheter et qu'on peut mesurer. On peut mesurer la qualité. Tous les indicateurs, comment je vais voir que... Après, moi, je vois une dérive aussi, c'est que l'objectif, il a au moins le mérite d'impliquer, de mobiliser le N+1 et de clarifier la demande du N+1. Enfin, l'impliquer, pas toujours. Si on peut l'impliquer, en tout cas, c'est mieux. Ça permet de le faire. En tout cas, tout à l'heure, on parlait de la chaîne d'entretien tripartite selon ce schéma-là. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est le processus de clarification de la demande du système, enfin de l'entreprise. Et que ça, c'est fondamental, parce qu'une fois que c'est posé, après, on peut travailler sur la demande, on peut travailler sur un autre niveau. Mais, et c'est le rôle du coach que de savoir dans quel espace il va naviguer. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui est clarifié. On risque d'être dans une autre forme de sauvagerie. Oui. Voilà. Quitte après, effectivement, aller travailler sur d'autres niveaux. C'est une démarche de problématisation, de toute façon. Oui, aussi.
ça ouvre la possibilité d'une problématisation. Oui, si on parle le Palo Alto, pour en mais c'est ça. Ça permet aussi de travailler sur la relation entre oui, ça, c'est du côté du coaché, ce qui fait que ça modifie la relation avec les gens. Récemment, une tripartite, la N+1 demandait un coaching pour sa collaboratrice, enfin, sur ses équipières. Je ne me rappelle plus quel était le motif, mais enfin bref, depuis un an, elle l'avait vu 2 fois, parce que c'est des gens qui circulent, tout ça. Et elle demandait que cette personne prenne de l'étoffe en termes de management, tout ça. Et donc, en faisant le premier entretien de 45 minutes avec la N+1, je me rends bien compte quand même que voir son adjointe 2 fois en un an, ça ne fait pas beaucoup pour l'aider à s'installer dans son poste. C'est un coaching de prise de poste après un an. Ils n'ont pas eu le temps. C'est fréquent, ça. Voilà. Donc, j'ai parlé avec cette N+1, je lui ai dit, moi, coaching, là, à ce stade, je ne peux pas prendre. Je ne peux prendre que si vous vous engagez, et vous êtes prête à le dire à votre collaboratrice tout à l'heure, à voir cette personne, convenons ensemble de ce qui vous paraît le plus juste, vous en parlerez avec elle aussi, mais tous les 15 jours, 1 heure, 1 heure et demie pour... voilà. On me dit d'accord, on fait le boulot. On fait l'entretien à 3, elle s'engage, tout va bien, tout le monde sort avec le sourire, y compris la coachée qui disait « Bon Dieu, ce que j'ai pas pu avoir en un an, il suffit qu'il y ait un entretien de coaching tripartite et c'est parti. » Super. 3 mois après, on a fait 3 entretiens, elle l'a vu 2 fois. C'est déjà plus, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Mais on est à peu près au même endroit. À peu près au même endroit. Donc j'ai reprovoqué une nouvelle tripartite. Et là, j'ai dit à la N+1, étant donné ce qu'on avait dit au départ, là, vous avez une dernière chance, parce que vous êtes en fait disqualifié, je ne le dis pas aussi directement, mais en fait, elle comprend ça. Et donc, on met cette dame en chemin pour un vrai burn-out si on laisse se faire les choses comme ça. Donc, si... je ne sais pas si vous allez pouvoir prendre cet engagement à nouveau en étant cru. Si jamais ça se produit, sachez de vous à moi que moi j'ai la possibilité d'avoir une procédure d'alerte, c'est mon travail, d'alerte dans le cas où il y a un système qui met cette personne dans une situation qui est totalement intenable, de souffrance au travail, où elle va péter un câble, etc. Et du coup, cet entretien vu comme ça, et j'aurais certainement pas pu l'avoir en présence du coaché, cette structure-là me permet de faire avancer les choses. Quoi. Voilà l'histoire. Intéressant. Bon. Passionnant. Pas pour moi. Voilà, même si tu l'as abordé là, on est vraiment dans un... C'est une question qu'on s'était posée sur le coaching étant un facteur de productivité ou un contributeur à développer le sens au travail. Donc là, j'ai l'impression que ce schéma, l'objectif, c'est vraiment plus le facteur de productivité. Parce que dans les situations de recherche de sens, on est dans l'inconnu, on est dans ce qui n'est pas encore explicité. Et dans tout ce qui concerne la souffrance au travail dont tu parles, le bonheur au travail, le bien-être au travail, où nous, coachs, on a sans doute de plus en plus à intervenir, c'est vrai que j'ai peur que le fait de fixer un objectif trop productif va nous empêcher d'aborder ce genre de sujet. Alors tu avais dit quelque chose aussi de très intéressant, je crois que tu ne l'as peut-être pas suffisamment dit au groupe, l'idée de ton contrat bipartite, qui est très important, qui est secret. Je ne sais pas si vous l'avez tous bien compris, ça, si. Ah bon, d'accord, ça a été clair. Et donc, c'est vrai que là, il peut servir à ça, ce contrat bipartite. Sert à ça, absolument. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi travailler le management, le leadership, par le développement de l'estime de soi, d'un d'autres objectifs plus personnels, plus émotionnels, qui ne vont pas forcément être explicités dans le... Ou du plaisir que j'ai à travailler. Est-ce qu'il est secret ou est-ce qu'il est simplement discret? Non, il est secret. Donc ça veut dire que j'entends, moi, j'en fais autant, une forme de transgression par rapport à la... je suis en train de faire un truc entre le coach et moi, une alliance, mais qui n'est pas bénie par la boîte. C'est pas une transgression puisqu'elle est connue. Mais, mais elle est connue. C'est-à-dire que c'est affiché. Donc c'est affiché que tu as un contrat. Dans la tripartite. Ah voilà, c'est pour ça que je demande c'est le revenir là-dessus. Le contenu est discret, mais l'existence n'est pas discrète. Ah oui, l'existence est connue. Voilà, et mon bipartite, il a 2 feuilles. Il y a une première feuille discrète que tous les monde signent et qui permet d'enclencher, qui t'envoie à la DRH disant le coaching est commencé,
Le fait que ça existe est connu de tous. Oui. Ok, c'est bien. Cette différence n'est pas si... Le contenu est ignoré, mais Et Joël, tu fais les 2 entretiens consécutivement. Oui. 1, 2, 3. Oui, non, mais les 2 premiers dans la journée. Oui, c'est ça. Je demande à l'épisode de prendre 1h30. Voilà, d'accord. 45 là, 45 là. Il n'y a pas de temps de réflexion. Toujours compliqué. Ça marche. La contrainte libère, disait Kandinsky, il ne faut pas oublier. Il y a des objectifs qui sont super précieux, comme le bonheur au travail, le sens, qui sont ici au centre du centre du centre. Moi, je ne les mettrai surtout pas jamais, au grand jamais, sur des objectifs de coaching. Ça ne me paraît pas possible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans mes intentions, ce n'est pas dans mes valeurs même, dans les finalités que je poursuis. Maintenant, les mettre là, ça n'a pas de sens pour moi. Moi, je ne conçois pas un bonhomme qui soit dans son poste, improductif, et qui y trouve du sens. Tu vois, non, il y a du bon sens. Par contre, la productivité pour la productivité, c'est là où on parle du processus d'achat, évidemment. Une transition. Voilà. Et là, on commence sur le shopping. Hein, on a sur le shopping. Donc à la fois le choix du coach par le coaché, mais aussi par l'entreprise. C'est ça. Hein, on va aborder ces... Donc là, il y a plusieurs éléments qu'il faut aborder. On va commencer par le plus croustillant, qui est le shopping. C'est-à-dire celui où, ce que j'appelle le shopping, c'est-à-dire où vous avez la DRH qui vous téléphone, qui vous dit voilà, si vous galère, on a un coaching à confier, mais le coaché, on va lui demander de rencontrer 2 ou 3 ou 4 coachs avant de choisir le coach. Qui a connu ça? Le concours de beauté. Le concours de beauté. On a connu tout le monde. Voilà. Procédure qui devient de plus en plus courante, enfin voilà, surtout dans les grandes entreprises qui en plus ont eu un processus de sélection des coachs, ça c'est tout autre chose encore. Plus un processus d'achat des coachs, qui est encore autre chose. Il y en a droit aux 3. Donc, le coaching. Au-delà du fait que si vous n'êtes pas choisi, vous avez perdu 1 heure de chiffre d'affaires. Soyons business. Bon. Parce que vous ne les facturez pas, évidemment. C'est gratuit puisque c'est votre prospection. Hein. C'est l'entreprise qui en décide. Au-delà de ce fait-là, qui déjà en soi est pour moi suffisamment scandaleux, je trouve, je ne dis pas ça pour le business, je dis ça pour le principe. C'est-à-dire que l'entreprise se permet de dire, tiens, voilà. Et ceci dans une bonne intention affichée qui est que le coaché doit rencontrer le coach qui lui convient, quoi, et que c'est lui qui le choisit. Hein, excusez-moi, je ne comprends pas ce qui est scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est que la DRH se permet de mettre en jeu 1 heure de mon temps sans que je lui ai dit d'accord. Voilà, auquel cas vous pourrez me dire non, hein, mais je ne le fais pas. Non, mais bon, je trouve que répétitivement, c'est pas bien parce que qui est le coach qui va être choisi parmi les 2, les 3, les 4 qui vont être rencontrés? Comme dirait Malarevitch, le plus médiocre. C'est ce que dit Malarevitch. Si tu veux je cite Malarevitch, il dit si vous voulez être choisi dans un processus comme ça, il faut être le plus médiocre. Le plus séducteur, en tout cas. Il dit, je cite Malarevitch. Malarevitch dit le plus médiocre. Aussi être vu en dernier. Pardon? Aussi être vu en dernier, parce que il y a déjà un travail qui s'est fait. J'étais plus frappée par le plus médiocre que d'être vu en dernier. Moi, je le formule différent, mais il faut préciser. Je trouve que celui qui va être choisi est très probablement celui qui arrangera le plus le coaché, entre guillemets. Hein. À quel point de vue et selon quels critères l'arrangera-t-il? Ça dépend de son discernement, justement. Voilà, ça me rappelle un candidat une fois qui me disait, moi ça m'intéresse votre style un peu direct, parce que j'ai ce style un peu rugby là, qui fait que j'ai ce style, quoi, avec l'accent du sud-ouest, tout ça, voilà. Il m'investit d'une certaine façon, et moi le style coup de boule, là, il me prête le truc, toi tu vas me dire la vérité, tout ça. Je crois que je suis du cash et tout, il a raison. Et moi voilà, peut-être que ça m'intéresserait plus. Et après, on a évidemment travaillé sur sa capacité à être stratégique, sa capacité à ne pas dire forcément la vérité en face, sa capacité à etc. Là, il y a du discernement, pourquoi pas. Mais il y en a d'autres qui disent la même chose. Ils disent, moi, je cherche quelqu'un qui soit direct, qui soit et qui ne me choisissent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Ils ont vu qui j'étais vraiment. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, moi je pense, après avoir vécu les deux positions moult fois de oui et du non, que ce que je crois, parce que en plus il n'y a pas de débriefing sur le non. Non. Très rarement. Ça arrive. Moi, je le demande toujours. Je dis toujours, bon, ok, vous me voyez. Si vous me prenez ou si vous ne me prenez pas, dans les deux cas, on a 5 minutes au téléphone. Oui, bien sûr. Et puis, ça ne se produit pas. En fait. Ça arrive, voilà. J'en ai même qui m'ont fait un feedback écrit des fois. Bon. C'est bateau, c'est bateau. Le choix a été difficile, finalement. Ah oui, non, ça, c'est le truc politique. Mais la plupart des cas, moi, je peux dire que je suis à peu près sûr que j'ai été trop... Par exemple, j'ai fait un coaching j'ai donné un échantillon de coaching à la personne pour lui expliquer un petit peu ce que c'était. Au lieu d'en parler, je l'ai fait. Et je sais que ça l'a trop fait bouger. Et donc, elle a récupéré avec le suivant, qui lui a fait 3 caresses dans le dos, autrement, et puis boum. Ce que voilà, on appelle le plus médiocre peut-être. En tout cas, celui qui va le plus probablement être choisi, si on est en présence d'une personne qui se met en route pour devoir changer des choses dans son équilibre, dans son métabolisme de base managérial ou comportemental, etc. Si on est en présence d'une personne qui cherche quelqu'un qui l'aide là, il n'est pas exclu que ce soit la partie d'elle qui résiste au changement qui nous choisisse. Oui, mais du coup, quelle est l'alternative? Alors, l'alternative, moi, ce que je suggère au RH, c'est de dire, vous lui en donnez un, et puis un autre de rechange au cas où. Et c'est tout. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Et vous, les RH, j'espère qu'il y en a dans la salle, prenez le risque de recommander un coach, de dire, celui-là vous conviendra, j'en suis sûr. Boum. Et sinon, celui-là. Mais je veux dire, les centaines d'heures de coaching qui sont balancées en nature pour ça, je trouve ça que c'est pas respectueux à l'égard des coachs, d'une part, même si ils peuvent bien payer pour les payer tout ça, d'accord, mais quand même il y a des limites. Et en plus, je trouve qu'un coaché qui passe l'épreuve de 3 fois, aller rencontrer un coach, je formule mes objectifs, ma demande, mon besoin, mon ci, mon là, je suis travaillé sur ça. Qu'est-ce qui se passe pour lui, quoi? Dans quelles affres de choix se trouve-t-il lorsqu'il a vu les 3? Je trouve que c'est pas élégant à l'égard du coaché, quoi. Et ça donne une certaine légitimité aussi à la RH dans un processus où elle n'est pas que comment dire, ça lui demande de se mouiller, ça lui demande de responsabilité, mais aussi de légitimité. Il y a aussi des coachés quand une liste, enfin moi je sais qu'il y a une liste, donc effectivement il y a quelqu'un qui est en premier, donc là on peut dire que la RH a peut-être pensé à un coach, et puis la personne rencontre le coach et dit oh, bah, ça va, ça me va, je ne vais pas continuer plus loin. Même s'ils ont pris l'urgence, je pense. Alors moi j'ai vécu un truc le plus horrible, le plus ignoble qui m'a fait me mettre en colère au moment où c'est arrivé. Sur un réseau quelconque, une dame sélectionneuse de coach pour une banque demande des profils pour sa banque. Et puis arrive un autre jour un coup de téléphone d'un monsieur qui voulait un coaching individuel. Et je lui demande comment il est arrivé là, et il me dit, eh ben, ma femme, elle travaille dans la banque, et donc elle m'a filé. Donc jusque-là, ça allait. Sauf que la dame ne recrutait que pour son mari, et que le gars, il avait vu les 40. Donc moi, je me suis fait chier. Vous avez assez pour... votre dame, on pourra parler de déontologie un de ces jours, si vous voulez, mais... Et le mec, il était totalement paumé, quoi. Puis on peut parler de sa relation à sa femme, mais ça, c'était pas mal. Le shopping, c'est pas une démarche, en effet, que je trouve très déontologique, au fond, de la part de l'entreprise à l'égard du coaché. Moi, je vais juste apporter un témoignage, parce que j'entends... Donc, moi, je ne suis pas DRH, mais je suis responsable d'un dispositif coaching. Alors, en interne, en fait, il y a 2 coachs qui sont rencontrés, et à l'externe, effectivement, on travaille avec... un accord cadre, et donc je présente un coach. Et si ça ne convient pas, un second, et ça s'arrête là aussi, ce n'est pas le catalogue de la revue. Vous avez fait votre boulot de préconisation et de marché. Rencontré avant, les coachs, c'est pas une liste, c'est des personnes que j'ai rencontrées et qu'on a choisies. Bien sûr. C'est efficace pour tout le monde. Et voilà, ça a été à une exception près, où ça ne l'a pas fait, comme on dit, mais...
Un pauvre client. Pas non plus. C'est moi la controverse. Bon, là, il n'y aura pas forcément de controverse, mais je vais vous donner un autre exemple. Enfin, il existe aussi le système où, face à un certain nombre de cadres dirigeants qui vont avoir l'occasion d'être coachés pendant l'année, une présentation collective sur l'estrade de l'ensemble des coachs, et les cadres vont choisir en fonction de la présentation. Comme dans les maisons closes, là. Les maisons closes, c'est extraordinaire. De mon expérience personnelle, des maisons closes. Mais c'est pas forcément gênant, ça. Parce que là, chacun va se présenter en tant que ce qu'il est, en tant qu'individu, personne, et le cadre va pouvoir choisir par affinité, par lien, par ce qu'il ressent par rapport à sa présentation. Il est derrière une vitre Saint-Tin ou Non, il y a l'exemple, je ne vais pas vous citer l'entreprise, mais l'exemple, il y a 300 personnes dans une salle, et en plénière, et c'est une très très grosse boîte, mais je ne vous donnerai pas le nom. Et il y a tous les coachs qui sont présents, parce qu'ils ont tous été référencés avant, mais chacun peut choisir son ou ses coachs avec qui il a envie de travailler. Et un autre exemple qui est un peu différent pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'il y a déjà vécu ça? C'est le marché aux bestiaux. Un autre exemple aussi dans ce cadre-là, c'est les coachs qui sont référencés. Donc il y a une démarche de référencement, là on peut en parler, je crois qu'il y a eu un atelier ce matin, qui sont référencés, et ensuite ils vont se présenter de la même façon, alors non plus aux coachés, mais ils vont se présenter au RH. Et il y a une journée où les RH vont voir tous les coachs référencés présenter ce qu'ils sont, ce qu'ils savent faire, quelles sont leurs particularités, etc., afin que les RH puissent l'inscrire. C'est un speed dating. Ça existe, donc c'est important. Il faut en parler. Et ça peut vous confronter à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça signifie de la... On parlait de tripartite tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça signifie de la relation entre le RH, le coach et le coaché? Je trouve qu'il y a des signifiants qui sont très forts dans une telle mise en scène. Il n'y a pas d'autre mot. Tu parles du premier exemple ou du deuxième? Dans les deux cas. Le premier me paraît effectivement un peu plus interpellant que le second, mais de toute façon non, parce que le second c'est aussi une mise en scène, et c'est aussi dans la relation avec l'entreprise. C'est juste que non, je parle de l'histoire de les gens sur scène, avec la chose. Mais le deuxième exemple. Mais dans le deuxième cas, les achats sont référencés sans les RH. Mais c'est en sur scène. Moi j'ai été anciennement RH. L'initiative, elle était commune aux achats et aux RH. Les RH sont toujours associés. Non. L'exemple que je donne, c'est une entreprise où il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 1500 cadres. Et manager susceptible d'être coaché, et donc il y a une personne qui est un référent du choix des coachs, qui fait un travail de référencement sur le dossier, sur l'entretien, qui est DRH, qui est même DRH, c'est un DRH qui est missionné pour sélectionner les coachs sur dossier, etc. Il y a des achats aussi. C'est un entretien que j'ai fait, donc j'ai eu l'entretien avec le DRH et le responsable des achats, le même entretien, c'est pas toujours évident, et ensuite il y a si vous êtes référencé, il y a cette présentation. Ça c'est plutôt simple parce que ça permet que ce ne soit pas seul le RH présent à l'entretien qui sache parler de toi, mais d'autres aussi. C'est plutôt clean. En tout cas pour le processus de shopping, il faut qu'on fasse la transition avec les référencements. Parce que moi j'en retiens que c'est, je trouve que c'est l'émergence d'une sorte de volonté de contrôle de l'entreprise. Le sens, ce qui émerge de ça, c'est plus d'inertie au fond, c'est-à-dire moins de changements, moins de possibilités de coachs qui soient un peu provocateurs, qui soient un petit peu, ferments de nouveautés, etc. Il est plus enfermé que fermant. Tu vois, si je peux jouer sur les mots. Elle est belle la celle-là. Non mais quand même, on a un processus qui va tendre vers de l'homéostasie, plus ou moins, parce que au nom de la sacro-sainte affinité, je me demande vraiment pour moi ce que ça veut dire. Je t'aime bien parce que tu me menaces pas, en gros. Mais il y a aussi, quand tu parles de ce concours de bordel, là,
sur scène, il y a aussi une question qui se pose à nous, c'est jusqu'à quel point on a faim pour accepter ce genre de truc ou pas. On peut le refuser sur des questions déontologiques, et puis putain, il faut que je bouffe, quoi. Donc on y va, on y va pas. Et du coup, une fois qu'on est pris dans le truc là... fonctionne parce qu'on les fait fonctionner. Donc c'est à chacun de se placer par rapport à cela. C'est peut-être aussi là le premier niveau du coach. Ouais. Il a le droit de dire non. De même, dans les processus de shopping que je réprouve, moi je dis oui aussi, parce que j'ai des objectifs commerciaux avec certaines boîtes, et que il faut que je bouffe, il faut que je fasse du chiffre, et que je n'ai pas trop le choix. Ça m'arrive, mais je dis toujours au DRH que je ne suis pas d'accord, mais je trouve qu'il serait mieux de faire autrement, etc. Mais on le fait quand même. Mais, du coup, il y a une tribune ici, on fait passer, peut-être que ça peut influencer ailleurs, etc. Hein? Voilà. Et donc, les référencements. Donc, moi, je trouve que c'est... pareil, c'est quelque chose qui mérite d'être discuté. C'est un énorme progrès que les entreprises, certaines entreprises en tout cas, aient mis en route des processus un peu experts pour faire le tri dans l'ensemble des prestataires de coaching qu'elles utilisent. Parce que peut-être... Enfin, je ne sais pas si vous avez pu être confronté à, mais en tout cas moi je l'ai été à plusieurs reprises, confronté à des pratiques de coaching qui étaient véritablement au-delà de surprenant, quoi. C'était certes surprenant, et pas surprenant peut-être intéressant, mais là c'était surprenant par le niveau de malsain, quoi, de malsain comme pratique. Encore une fois, pas de généralisation, mais cela existe, et donc je trouve intéressant qu'une entreprise se mette à dans une forme de vigilance pour que les gens qui sont de vrais tordus puissent pas bosser chez eux, quoi. Soyons, voilà. Ok. Et puis tant qu'on y est, c'est là où ça devient plus problématique, c'est sélectionnant les meilleurs. Ça, on peut discuter longtemps sur sélectionnant les meilleurs. Essayons d'avoir le meilleur panel de gens, ceux qui ont fait 10 coachings, ceux qui ont fait 50 coachings, puis ceux qui ont fait 150 coachings. Ceux qui sont les meilleurs étant ceux qui ont fait 150 coachings, parce qu'on sait que l'expérience, c'est la preuve de notre génie. Ou la sanction du marché aussi. Non, mais bon, c'est là où on trouve la limite du processus de sélection, c'est que on peut rencontrer parfois des processus de sélection. Je ne sais vraiment pas à la fin de la journée comment ils font pour trier, quoi. Tellement ils ont de données à fouiller, tellement ils ont accumulé d'informations. Comment? Non, mais souvent il y a un coach derrière tout ça, c'est ça qui. Comme dans un... Il y a une illusion de contrôle, si tu veux, qui est quand même assez impressionnante, quoi. Justement, une des aides qu'on peut leur apporter, pas quand on est dans le processus de sélection, mais quand on les accompagne dans la fabrication de ce processus, c'est d'accepter qu'il va y avoir une part de note de gueule et que tout n'est pas objectif. Et donc ils peuvent ne pas passer trop de temps à faire des grilles et des grilles. Je viens de le faire récemment, hein, à faire des grilles et des grilles, mais d'accepter que ça va marcher aussi. En fait, il peut y avoir des achats critères derrière qui sont, oui, exactement. Il y a des critères qui sont objectivables, ça paraît pas malsain de demander à ce que mais il n'y a pas que ça. Dans les référencements, il y a une pratique de supervision régulière, par Bien exemple, sûr. demander quelle aurait été la formation, et puis me demander, Une accréditation éventuellement. Voilà, après, c'est pas non c'est plus évident. d'aller... C'est évident. en tant qu'acheteur et non que référenceur, il me paraît d'avoir des critères qui sont suffisamment à maille large pour avoir justement... Moi, je dis toujours, c'est intéressant en fait, d'avoir une diversité de coachs qui va correspondre aussi à la diversité des managers qu'on a. Absolument. Parce que vraiment de les orienter. Exactement. Je ne suis jamais en me disant, oh là là, celui-là me conviendrait à moi, pas du tout, mais je ne suis pas le manager mondial. C'est juste que c'est un processus de contrôle et donc il peut avoir sa dérive que l'on peut, je n'ai pas rencontré souvent, mais au moins une fois, dans lequel on voit bien qu'il y a la recherche d'une certaine typologie de coach, typologie même de personnalité chez les coachs. Hein, sur, par exemple, la thématique de l'agressivité, au sens... on veut des gens qui nous prennent ça en main, quoi. Hein, et confrontant. Voilà, pas trop confortant, mais voilà, qui passe de confortant à confrontant, quoi. Moi j'ai entendu le contraire, c'est écarté parce que vous êtes trop clivante. Oui. Ah, tiens, c'est intéressant. Donc, vous avez des coachs conformants. Voilà. Bon, j'assume. Et là, on a la dérive du système de contrôle qui va, comme le processus de tout à l'heure de shopping, dans le sens de plus d'homéostasie. C'est-à-dire,
je veux bien un système de gens avec des coachs, etc., mais je veux que ça me conforte dans ce que je suis, pas d'être trop dérangé, et surtout, je veux avoir ça sous contrôle. Donc, du coup, dommage pour le coaching. Juste une dernière, c'était à propos du mot shopping. Parce qu'on avait un coach en interne qui disait appeler les entretiens de casting. J'ai passé l'entretien de casting, c'était entre les deux. Et donc ça ne me convenait pas, enfin il y avait un côté un peu casting. Et du coup on a trouvé, alors je vous le soumets, je vous le partage, ce sont les entretiens de découverte désormais. Je trouve ça beaucoup plus neutre et beaucoup plus joli. C'est ouvert. C'est bien. Au revoir. Merci. Et pour finir, j'en rajoute une couche dans le sens de l'homéostasie du système, qui s'homéostasie tout seul, avec les processus d'achat, quoi. Quand si les processus d'achat peuvent s'y mettre, bon, bien entendu, la négociation sur les tarifs, etc., mais aussi la négociation sur le type de contrat que l'on peut mettre en route. C'est-à-dire on se retrouve parfois avec des contrats juridiques qui sont vraiment très loin de ce que j'exprimais comme contrat tout à l'heure. C'est-à-dire on est dans des formes contractuelles à 20 pages avec une forme de normativité, de normation qui, même si ça ne devrait avoir aucun effet sur le coaching, puisque ce n'est pas présent dans l'entretien, n'empêche que dans le cadre, c'est présent, dans le contexte du coaching, c'est présent. C'est-à-dire vous savez que si le coaché a à se plaindre de certains de vos propos, il peut le faire. Vous savez que, certes, vous demandez que les... J'en ai eu un terrible sur ça, je l'ai signé en plus. C'est confidentiel. Vous demandez à ce que 15 jours avant, on vous informe de l'annulation d'une séance, des conditions d'annulation et de report que j'ai dans mes contrats, qui sont dans les deux contrats-là. Les leurs étaient encore plus drastiques et à double sens. Ce qui veut dire que si moi j'annule 15 jours avant, je leur dois une séance supplémentaire à la fin du coaching, tagadaga. Le truc... Il y a plein de gens qui ont besoin de justifier leur existence. Et donc on se retrouve avec une forme l'appareil de contrôle sur ce processus vivant que devrait rester un coaching qui est en fait contraire au fond, à mon avis, aux intérêts de l'entreprise. Alors après, c'est pas un contrat cadre, hein, c'est pas un contrat qui Bien te sûr. signe une fois. Après, dans ce genre de contrat, après tu fais une fiche d'objectif avec tes coachings. Il n'y a plus de contrat, le contrat il n'est plus signé, enfin, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus que, moi j'appelle ça je passe une commande. Je passe une commande de temps de séance sans objectif, sans rien, et il y a une fiche d'objectif qui est ensuite signée par les personnes concernées. Bien sûr, mais on est dans un sens qui va dans plus de cadres, le cadre est plus pris en main par l'entreprise, tu vois, à travers ces affaires-là. Pour revenir sur les tarifs, sans parler des tarifs que vous appliquez, nous appliquons, le fait de facturer l'ensemble du coaching au départ ou de le facturer par étage. Moi, je pratique toujours facturer l'ensemble du coaching au départ, ce qui fait scandale auprès des achats. Comme ça, les consultants, jamais, on achète des milliards de consultants, jamais. Et puis bon, on arrive à s'arranger. Mais avant, ce n'était pas la peine de lutter sur cette affaire-là. Ça paraissait entendu que l'entreprise investissait dans le coaching, que c'est une procédure assez exceptionnelle, ce n'est pas des procédures de masse. Et donc, il n'y a pas à raisonner avec ce truc-là comme de l'ordre de l'investissement plutôt que de l'ordre de la dépense d'exploitation, de la charge d'exploitation, mais il n'y a pas à raisonner avec ces trucs-là comme on raisonne avec des achats de photocopieurs. Tout le monde était d'accord. Maintenant, on va dans un sens où les achats faisant leur boulot, c'est leur boulot, et on perd de ce sens-là. J'ai rencontré sur un portail d'une boutique automobile dans lequel on devait rentrer en tant que fournisseur un bug qu'ils ont dû débloquer. Je devais être la seule à être arrivée à cette page 18. Parce que c'était quelle est la quantité de produits low cost que vous pouvez nous moi je mettais 0 et 0 ça buguait. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver avec l'informatique, il fallait que j'écrive 0,10 0 et un 1. Et ça passait. Et donc c'était tellement pas prévu c'était un boulot qu'on avait fait à un moment en presse, c'est la vente de prestations intellectuelles ou l'achat de prestations intellectuelles. C'est tellement pas prévu. Moi j'ai rencontré. Tu me controverses un peu ou pas? Non, je pense qu'on va terminer. J'ai rencontré autre chose dont je voudrais témoigner parce que vous allez peut-être ça peut vous arriver. Comme je bosse pas mal pour des banques qui sont soumises, vous le savez, en ce moment à des vérifications terrifiantes au niveau criminalité et compliance, ça fait 2 fois que je suis soumise via les US et via l'Angleterre à des security checks
où il demande à mon insu, à mon casier judiciaire. Donc, je le reçois chez moi et je suis habilitée confidentielle défense, donc ça les gêne vachement, ils voudraient savoir pourquoi. Il y a ce truc-là aussi qui arrive en ce moment. Et je ne l'ai su que parce que j'ai reçu chez moi le casier judiciaire, ce qui est la loi en France, alors que dans d'autres pays, ils peuvent le recevoir sans. Aux États-Unis, c'est public. Ok. Tu me controverses ou pas? Sur le sujet de la. C'est celui-là. Tu veux sur le référencement? Moi, je ne vois pas comment une entreprise qui veut mettre du cadre, justement, dans sa pratique du coaching, comment elle n'est pas obligée, à partir du moment où elle est importante, on parle de grands groupes, là, on parle pas de petites entreprises, elle n'est pas obligée d'y mettre, justement, une forme, d'avoir réfléchi à la meilleure façon de sélectionner des coachs. Donc, oui, je trouve que ça se comprend. Ça se comprend. Alors après, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des méthodes qui peuvent changer, d'ailleurs, les entreprises qui changent. Moi, je connais une entreprise, par exemple, qui avait commencé par faire les trois entretiens et qui aujourd'hui a complètement changé sa façon de procéder à un nouveau référencement. Et puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, qu'on peut échanger là, c'est toutes les entreprises qui font des gros systèmes très lourds de référencement pour finalement prendre un certain nombre de coachs, et finalement chaque coach a 1 ou 2 coachings par an, et on peut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ce travail pour 1 ou 2 coachings par an? Là, ça... Bon, faut être sensible à ça, je pense. Sans compter l'erreur bureaucratique de la petite entreprise qui, par une... je sais pas par où c'est passé, mais en fait, lorsqu'ils ont envoyé leur appel d'offres, épais comme ça, là, ils ont oublié un tiers du fichier des coachs qu'ils avaient référencé auparavant. D'accord. Et qui ne pourront pas être référencés pour les 3 ans qui viennent. D'accord. C'est magnifique comme process de sélection. Il y a l'autre chose aussi, il y a les achats qui veulent plus de nous, mais le RH passe en procédure dégradée. Ça, c'est intéressant. Les achats décrètent en dessous de centaines de milliers de cents de chiffre d'affaires, t'appartient plus. Et le RH m'appelle, je dis j'ai plus le droit de bosser pour toi, attends, on va se démerder. Bon, enfin bref. Ok, on se fait une petite conclusion entre nous. Voilà, si vous avez quelque chose à, je sais pas, une expression, une phrase, que chacun pourrait, que ceux qui ont envie de l'exprimer sur cet atelier, vous avez quelque chose à... Courtement, oui, juste, voilà, pas forcément un tour, on est nombreux, mais voilà, ceux qui ont envie d'exprimer un ressenti, une pensée sur cet atelier. Surprenant. Oui, une surprise aussi, pour moi, oui. Plutôt décoiffant sur le tripartite. Oui, pas d'autres. Pragmatique. Pragmatique, ouais. Éclairant. Je suis habituée, donc Ok. Joël? Ouais, moi je suis très content, je trouve que ça n'a pas trop controversé quand même. Si vous savez, je l'avais préparé avant. Vous avez fait exprès de choisir des thèmes qui n'étaient pas controversants. En fait, on est assez d'accord en plus, c'est ça le pire. Je pense qu'il y a eu quand même une belle controverse, mais sur le groupe. Et c'est pour ça qu'après j'ai dit, je vais laisser le groupe, parce que le groupe est intervenu, a eu la controverse, a participé sur la première question. Alors après, je me suis dit, parce que le groupe fonctionne bien sur les autres sujets. Voilà, je te remercie au passage. C'est une façon de te dire merci, Roland. C'était un délice de travailler. Merci, Joël. Très bien. Voilà, bon week-end. Merci. Je crois qu'il n'y a pas de plénière. Non, je pense qu'on s'en va là. Christine, il y a une évaluation avant.